Un café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, présenté par l'association Evaleco. Ce soir, en fait, on a laissé la parole aux jeunes en service civique, puisque nos super animateurs qu'on ne présente plus, à savoir Geneviève Fontaine, Philippe Chemla et Anne-Cécile Dutertre, n'ont pas pu se joindre à nous, mais on est sûr qu'ils nous écoutent et on les embrasse fort. Et donc ce soir, on va laisser la parole, comme je disais, aux jeunes en service civique. Donc ce soir, on a Clémence. Bonsoir. Anita. Bonsoir. Ophélie. Coucou. Bastien. Bonsoir. Emilio. Bonsoir. Adrien. Bonsoir. Léa. Bonsoir. Et Romain. Bonsoir. Voilà, donc du beau monde. Ce soir, on va, comme vous le savez déjà, sur Evaleco, on parle beaucoup de transition écologique, de transition numérique et de transition, osons le mot, transition politique. Et donc, il y a quelques jours, j'ai découvert avec nos jeunes ici en service civique un nouveau terme qui est la Civic Tech. Qui va être donc l'objet du débat de ce soir. Et donc pour commencer, Emilio, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'une Civic Tech ? Oui, Bilal, une Civic Tech, en fait, c'est un terme qui, depuis quelques années, émerge et qui parle en fait de nombreuses initiatives qui visent à utiliser les technologies numériques pour améliorer, voire renouveler la démocratie. Les Civic Tech, c'est aussi un mouvement pluriel qui répond au désir d'agir, cette envie politique autre qui est autre et qui permet de profiter des opportunités offertes par le numérique. Oui, donc un sacré programme. Ophélie ? Oui, alors en fait, les Civic Tech, ça regroupe deux grandes parties. Premièrement, technologie et démocratie, et la deuxième sur technologie et engagement civique. Donc à l'intérieur de technologie et démocratie, il y a encore deux dynamiques. La première est ascendante et la deuxième descendante. Donc dans la partie dynamique ascendante, c'est une initiative qui est à l'origine des citoyens et qui a pour but de construire ensemble. On peut parler de différentes initiatives. Il y a Vox.org qui va décrypter l'actualité sous forme de chatbot avec lequel on peut discuter et qui va nous faire des petits quiz sur l'actualité. Donc en fait ici c'est de proposer une espèce d'alternative finalement aux médias classiques. Oui, et c'est aussi un comparateur de candidats politiques sur différents sujets. On va pouvoir voir tous les candidats élus et voir ce qu'ils pensent de différents thèmes. Après, il y a nosdéputés.fr, c'est un observatoire citoyen sur l'activité des différents parlementaires. Donc là, on va pouvoir les surveiller et leur but, c'est de rendre public la présence, la participation et aussi les différents dossiers sur lesquels travaillent ces parlementaires, donc nos élus. Le terme surveiller est un terme assez fort. Est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme, en tout cas chez nosdéputés.fr ? C'est d'éviter l'absence des personnes qu'on aurait élues et qui seraient même pas présentes alors que c'est leur travail théoriquement de venir d'être présents pour voter et participer. D'accord, donc c'est une espèce de pointage finalement des élus à l'Assemblée. C'est ça. Thème qui revient souvent dans l'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce genre-là ? Oui, il y a celle de la primaire.org. C'est une initiative qui a été lancée par l'association Démocratech. On en a pas mal entendu parler pendant les présidentielles. Ça a été ouvert à tous les citoyens pour une vraie représentation. Donc c'est un moyen de remise en cause des partis politiques traditionnels. Et il y a la candidate de Charlotte Marchandise qui avait reçu 135 signatures des maires juste avant les élections. On a aussi, pour aller plus loin, le mouvement de Ma Voix. Lui, il a pour but de tirer au sort une personne lambda qui serait volontaire à l'Assemblée nationale, qui voterait en fonction de ce que veulent les électeurs sur chaque décision pendant 5 ans. Donc du coup, les Civic Tech, elles sont ascendantes. Les Civic Tech ascendantes, elles peuvent aller de la comparaison et la surveillance des représentants de la démocratie actuelle à leur remise en cause par élection citoyenne, voire même une sorte de référendum continu. Voilà, alors les citoyens ne sont pas les seuls à s'inscrire dans ce mouvement de Civic Tech. On a aussi en fait une prise de conscience de la part des pouvoirs publics de l'enjeu. Oui, alors juste avant de passer sur la partie enjeu, donc je propose un petit interlude musical. Donc un café de l'audition sur Agora Côte d'Azur. Donc là on était en train de parler des Civic Tech et puis Ophélie en fait nous a présenté la partie plus politique, ou comment en tout cas essayer de repenser la politique par le bas et
en essayant finalement de sortir de ces logiques de parti, en tout cas classiques. Et donc toi, Léa, tu avais entamé une nouvelle approche, en tout cas de la Civic Tech. Oui, donc je disais que l'État et les pouvoirs publics en général commencent à prendre conscience de l'intérêt également de s'inscrire dans ce mouvement de démocratie numérique. On a un tournant véritablement avec la loi Le Maire, donc pas Bruno Le Maire mais Axel Le Maire, du 7 octobre 2016 pour une république numérique, qui vise à ouvrir en fait les données publiques aux citoyens. C'est-à-dire que là, on va demander finalement à toutes les collectivités territoriales, à toutes les échelles en fait, donc en partant de la petite commune jusqu'à la région et l'État, de rendre public et accessible en fait l'ensemble des données sur le transport, l'eau, l'assainissement, les déchets, ce genre de choses. Voilà, des données le plus brutes possible pour pouvoir les réutiliser et les exploiter. Donc ça, c'est une première dynamique véritablement de l'État. Ensuite, on a toute la mouvance des budgets participatifs qui essaiment dans plusieurs villes de France, notamment à Paris où le nombre de votants croît d'année en année. Si on change d'échelle, plus petite échelle, on a l'Europe où on a une plateforme sur laquelle on peut répondre à des consultations, voilà, sur tous les projets politiques, les mesures législatives. Et c'est intéressant que tu parles de l'Europe parce que malheureusement aujourd'hui on voit bien qu'il y a dans beaucoup de pays, en France en particulier, on commence à beaucoup remettre en question l'Europe, l'approche démocratique de l'Europe. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on cherche un petit peu plus là-dessus, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont permises, ou en tout cas le jeu, c'est jamais parfait bien évidemment, mais le jeu en tout cas démocratique est peut-être plus présent à l'échelle européenne que sur d'autres échelles. On peut dire que l'Europe joue le jeu et le problème c'est que c'est pas forcément les citoyens lambda qui saisissent ces outils, mais peut-être plutôt les entreprises privées qui ont des intérêts à exprimer leur point de vue. Tout à fait, mais c'est vraiment plus par manque peut-être d'information ou peu de volonté de prendre en main ce genre d'outils que par non-accessibilité. Ça reste des outils accessibles à tous, il suffit d'avoir accès à Internet finalement. Voilà, c'est traduit dans plein de langues, donc c'est plutôt accessible en effet. Et alors enfin, donc j'ai parlé de la plateforme Parlement et Citoyens qui date de 2013 et dont l'objectif est de permettre aux citoyens de co-construire les politiques françaises avec les parlementaires. Donc sur cette plateforme, on a à la fois les parlementaires qui consultent les citoyens, donc là véritablement une dynamique descendante, et les citoyens qui peuvent formuler des pétitions législatives pour interpeller les élus. D'accord. Voilà. Donc ces plateformes, elles sont mobilisées pour ce qui est démocratique, mais aussi pour l'engagement civique. On retrouve différentes plateformes. Ok, d'accord. Donc là, on a vraiment eu la première approche, donc technologie et démocratie. Anita, peut-être une deuxième approche sur l'engagement civique. Oui, donc faut savoir déjà que les Civic Tech, ça existe depuis un bon moment, mais ça a été surtout fortement médiatisé et on a surtout beaucoup parlé des Civic Tech pendant les élections présidentielles aux États-Unis en 2008. Il faut savoir que le candidat Barack Obama a lancé une plateforme qui s'appelait My Barack Obama. Et ça a permis à tous les citoyens américains de pouvoir plus avoir le sentiment de s'impliquer et aussi de permettre une contribution financière. Après, il faut pas savoir qu'il y a aussi le risque d'avoir un engagement mou avec les Civic Tech, c'est-à-dire juste par un clic. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est tellement impliqué ou mobilisé. On appelle cela aussi le slacktivisme. Il existe aussi d'autres formes de Civic Tech, pour diffuser ou pour mieux connaître les sciences collaboratives. Donc les sciences collaboratives, ce sont des plateformes qui permettent à mettre à la disposition des citoyens, des personnes qui sont intéressées, concernées par tout ce qui est sur la biodiversité ou sur des sujets bien spécifiques. Donc il y a comme application, il y a déjà l'application Naturalis, il y a Sauvage Maru. À Ivaleco, on essaie de développer une autre application participative, science citoyenne, qui s'appelle Sobi. Il faut savoir qu'en France, il existe à peu près plus de 55 000 personnes qui participent à ce type de plateforme.
Et ça permet... de toute façon, avant que d'enchaîner là-dessus, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans la partie engagement civique, on prend davantage en considération la partie finance, puisque tu as parlé des personnes qui pouvaient financer les campagnes présidentielles comme celle de Barack Obama. Tu as également parlé du fait que les gens, par un clic, eh bien, ils peuvent participer à leur niveau, en fait, à la vie politique ou à la vie territoriale dans laquelle ils sont, mais avec ce côté peut-être mou, voilà. Et puis là, enfin, tu nous as parlé également de la science collaborative, où là, on fait en sorte que ce ne sont plus des chercheurs qu'on estime pour certains ou certaines mauvaises langues, peu importe, voilà, que c'est des personnes qui sont dans leur bulle et qui font leurs recherches dans leur coin, mais que toute personne à son niveau, en fait, peut intervenir, donc des acteurs de terrain en particulier, peuvent intervenir et peuvent contribuer, en fait, à la science. Oui, tout à fait. Mais après, il faut savoir aussi que, ça peut être une des dérives, c'est qu'avec ces collectes de données, il faut savoir comment on les utilise et aussi quel message les associations ou les individus qui participent à ces plateformes de sciences collaboratives, quel est leur objectif ou qu'est-ce qu'ils souhaitent observer. Et il faut savoir qu'il existe aussi des plateformes de financement participatif. Donc, il existe helloasso.org, excusez-moi. Donc, c'est aussi une plateforme à l'initiative des associations, pour les associations, pour pouvoir diffuser, publier leurs projets et essayer de pouvoir développer des projets, peut-être sans forcément dépendant des pouvoirs financiers. Exactement. Plus classiques. C'est ça. D'accord. D'autres points à donner peut-être sur l'engagement civique ? Non, mais oui. Oui, ça sera Clémence qui va prendre la parole. Tout le monde doit parler ce soir. C'est ça. Parmi l'engagement civique, il y a aussi l'encouragement au bénévolat. C'est-à-dire, notamment, je prends l'exemple d'un réseau social citoyen libre qui a été créé, qui s'appelle Communecteur, qui est le résultat en fait de plusieurs années de recherche, de réflexion sur la manière de se connecter à sa commune et au commun grâce aux outils du numérique. C'est l'objectif en fait, c'est de permettre à tous les acteurs de la cité de ne plus agir chacun de leur côté, mais de la cité. Juste, pour préciser quand même, la cité, c'est pas la cité avec tous les côtés négatifs dont on parle aujourd'hui, mais la cité au sens son territoire. Voilà, c'est ça. Et ça peut pour cartographier des réseaux autour de soi, découvrir. On revient à ce qu'on disait précédemment. Et on voit que les outils numériques peuvent devenir un levier un peu de l'engagement aussi. Autre exemple, c'est les plateformes de mise en relation. Notamment, ce qu'on constate, c'est notamment pour le voisinage, c'est les mises en relation des voisins, que ce soit les copropriétés, les quartiers ou les villages. Il y a l'idée en fait de solidarité entre les citoyens dans leur vie quotidienne. L'exemple d'une des plateformes, c'est Voisinage. Le principe, c'est mettre en relation les habitants d'un même quartier avec les personnes âgées, en privilégiant la proximité, les affinités et la réciprocité des échanges surtout. C'est-à-dire chaque personne peut y contribuer comme il veut. Et aussi l'idée pour voisinage, c'est que les personnes âgées ont besoin qu'on prenne soin d'elles, mais aussi qu'elles peuvent prendre soin de nous aussi. Oui, de toute façon, on a toujours à apprendre de nos aînés, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais juste une petite précision peut-être sur ce voisinage. Est-ce qu'il y a besoin pour les personnes âgées d'avoir accès à Internet finalement pour bénéficier de cette aide-là ? Est-ce que tu sais sur ce point-là, non, c'est possible. J'ai pas de question piège. Voilà, c'est un exemple qui est cité comme plateforme. D'accord. Ok. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est que pour conclure, les Civic Tech, ça tend à passer d'une démocratie représentative vers une démocratie plus participative. Ok, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose que l'on se retrouve sur Agora Côte d'Azur après les informations régionales. Un café l'audition, donc sur Agora Côte d'Azur. Débat donc proposé par l'association Evaleco et surtout par sa jeunesse qui est en service civique. Donc là, on était en train de parler de la Civic Tech et de la nouvelle façon en fait d'aborder la politique ou de manière plus globale
le politique par les citoyens à travers notamment les outils numériques. Et donc la question qu'on pourrait se poser, parce qu'on essaie toujours quand même de se mettre à la place de nos chers auditeurs, c'est est-ce que cette civic tech finalement et ces outils numériques vont vraiment permettre, Bastien, cette parfaite démocratie à laquelle tout le monde essaye de tendre vers en tout cas? Alors parfaite, je pense que c'est encore un très grand mot. Il faut se dire que l'amélioration de la démocratie, ou enfin du moins son optimisation, ne se compte pas en fonction du nombre d'outils qu'on met à disposition. Même si on avait 40 000 outils tels que la Civic Tech pour favoriser la démocratie, la source première de la démocratie, ce sont les citoyens, ce sont la participation citoyenne. C'est le seul moyen pour la démocratie d'exister, de perdurer et donc du coup de vraiment avoir un poids dans un pays tel que la France. Par exemple, l'exemple que je vais vous citer, il est récent, c'est celui qui a eu lors des dernières élections. C'est Maxime Vernet qui a été élu au premier tour grâce à la primaire.org, dont vous avez parlé plus tôt, et qui a finalement s'est désisté ensuite par rapport aux élections, car il jugeait qu'il n'y avait pas eu assez de participation à son élection pour justifier de continuer dans ces élections nationales. Donc en fait, les citoyens n'ont pas été suffisamment nombreux et en masse, malgré tout ce qu'on peut entendre de positif sur la prise en main de la Civic Tech. Pour lui, il estime qu'il n'y a pas eu assez de personnes donc sur la primaire.org. Bien sûr, il a jugé qu'il n'avait pas eu assez de poids pour continuer. Et est-ce que ce poids est lié à peut-être le manque d'intérêt que son parti représentait, ou est-ce que c'est également un manque d'information auprès de ces différents moyens tels que la Civic Tech auprès des citoyens pour s'exprimer, pour revendiquer leurs souhaits. Et c'est là qu'au final on rejoint ce que l'OCDE en 2003 a présenté dans son rapport Promesses et limites de la démocratie électronique, je cite: les obstacles à une plus large participation citoyenne au processus décisionnel sont d'ordre culturel, organisationnel et constitutionnel et pas technologique. Et le chercheur Evgeny Morozov a déterminé le solutionnisme technologique, c'est-à-dire l'illusion que la technologie peut résoudre toute seule. Donc en fait, si je dois résumer, ça veut vraiment dire que c'est pas parce que des personnes s'emparent d'un outil numérique pour voter oui non qu'on peut vraiment parler de démocratie au sens où on voudrait l'entendre, c'est-à-dire une vraie co-participation, co-réalisation en tout cas des schémas politiques et autres. Exactement. Ce n'est pas parce que certaines personnes le font et d'autres ne le font pas qu'il y a une question de mauvais ou bonne citoyenneté en rapport avec ces outils numériques. Et l'essentiel qui a à apporter à la Civic Tech, à l'outil, c'est la démarche qu'il y a autour de l'outil qui est essentielle à ce bon fonctionnement. Mais ouais, donc en fait, juste pour bondir là-dessus, c'est vraiment si je devais reprendre finalement le Machiavel qui nous dit que la fin justifie les moyens, là finalement les moyens sont tout aussi importants que la fin qu'on veut produire en commun en fait. C'est un bon résumé, mais je pense que le moyen comme pour reprendre ton expression, ne se limite pas à l'outil. Et je reprends sur ce que je disais avant, les démarches qu'il y a autour constituent ensemble un moyen. Et il y a différentes démarches à avoir, il y a une certaine protection, et je pense que Adrien va mieux vous en parler que moi. Mais juste avant qu'Adrien rebondisse sur tout ça, je vous propose une deuxième petite pause musique, et en plus celle-là, c'est un peu notre coup de cœur, parce que elle a été faite par le papa d'Ophélie, qui va nous présenter cette musique. Un café l'audition sur Agora Côte d'Azur. Donc Bastien, tu nous parlais du fait qu'il fallait faire attention donc aux outils numériques. Et je crois que Adrien, tu voulais rebondir là-dessus. Oui, donc ces démarches d'accompagnement pour sortir du simple outil et créer un véritable environnement favorable à l'expression donc de la citoyenneté par tout le monde sur un plan numérique. Donc on va voir qu'il y a 5 points de convergence entre l'éducation populaire et les médias numériques. Donc premièrement, comprendre pour agir et s'émanciper. Deuxièmement, construction collective des savoirs. Troisièmement, vers l'expression et la participation. Quatrièmement, le lien social et l'universalisme.
Et cinquièmement, les pratiques et les démarches. Donc là, on voit vraiment bien que ce qu'on entend en fait par éducation populaire, c'est bien le fait que les personnes interviennent à tous les niveaux. Donc l'état décisionnaire, sur les savoirs, sur l'animation de leur territoire en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc en fait, ces 5 points que j'ai énoncés, ils montrent en quoi les médias numériques font écho aux valeurs défendues par l'éducation populaire et que ce sont deux univers qui partagent des enjeux qui sont communs. Et donc les logiciels, les Civitech sont en partie protégés et ça permet d'empêcher les citoyens de voir des codes sources et donc c'est contraire au principe de transparence. Et alors on va se poser maintenant la question, est-ce que c'est ouvert à tous ? Donc les Civitech, c'est à l'attention des citoyens qui s'intéressent à la vie politique en général. Donc c'est des gens qui ont le temps, il y a beaucoup de gens qui votent simplement et qui s'engagent pas plus. Mais il y a une question de légitimité dans tout ça et d'accessibilité numérique. Alors il y a 50% de la population mondiale qui a pas accès à Internet. Et il s'agit au niveau aussi territorial, générationnel, économique et social. Oui, donc là on parle vraiment des fractures aux différents niveaux, oui. Et donc Civitech, c'est accessible à un petit nombre qui se ressemble beaucoup surtout sur des jeunes d'éducation supérieure. Et donc là, on va se demander si la fracture numérique induit une fracture démocratique. Et puis on peut aussi penser à d'autres limites au Civitech, par exemple celle de la récupération de données des utilisateurs et de certaines dérives commerciales. Par exemple, il y a le site de pétition assez connu de Change.org, c'est une plateforme de pétition en ligne qui est subventionnée par différents organismes comme la Virgin America, des ONG comme Amnesty International et aussi Human Society of the United States. Donc ça pose encore une fois les questions des financements. On peut aussi poser des critiques. Des financements et des données personnelles. Oui, bien sûr, parce qu'après, ces données sont récupérées et peuvent être revendues et utilisées à des fins tout à fait commerciales. Oui, c'est surtout quand on n'est pas directement informé en fait qu'on utilise nos données. D'où le célèbre adage si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit en fait. On peut aussi avoir une critique sur l'efficacité de cette plateforme. Il n'y a pas de réel accompagnement des lanceurs de pétitions sur comment faire remonter la pétition aux institutions. Donc s'il y a une pétition qui est mise en place par quelqu'un, la personne va d'accord recevoir des votes et des voix là-dessus. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va la porter à l'État, à l'Europe, voilà. Et oui, et puis voter pour une pétition, c'est pas forcément co-construire le contenu de la pétition. Ouais, et aussi, on se rend compte que les Français vont préférer signer une pétition plutôt que manifester. Donc, à voir si l'un est vraiment la cause de l'autre, ou alors si c'est plus de personnes qui vont s'engager en allant cliquer. Donc ouais, là, en fait, tu pointes le risque que finalement, avec ces outils numériques qu'on voudrait en fait au service de la démocratie, finalement, est-ce qu'on casse pas toutes les luttes, j'exagère un peu, mais bon, on peut se poser la question, est-ce qu'on casserait pas toutes les luttes sociales qui ont existé par le passé, où les personnes, de manière pacifique évidemment, mais où les personnes manifestaient dans la rue pour réclamer davantage leurs droits. Voilà, ouais. Au final, peut-être que les clics font qu'il y a moins de personnes dans la rue pour manifester. Ensuite, on peut dire que ces outils ne sont pas globalement acceptés par les politiques publiques. Donc au final, quand on voit qui a le dernier mot, c'est pas encore la voix qui se trouve sur les Civitech. Donc ça réduit fortement l'impact de ces outils, bien qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur. Voilà, donc vraiment, on peut voir le verre toujours pareil, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais faut pas oublier aussi que la Civitech est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Et rien n'est fermé en fait à ce sujet. On ne sait pas vers quoi on tend, mais on a toujours cette volonté, en tout cas, d'avoir une démocratie plus démocratique. Je peux ajouter quelque chose ? Je t'en prie. Oui, donc il y a beaucoup de plateformes qui se présentent comme apolitiques ou neutres, alors que c'est clairement, en général, ce genre de plateforme, c'est engagé. Donc c'est Civitech, c'est plutôt à vocation sociale. Ouais, donc t'es en train de nous dire que c'est plus la gauche, c'est ça, hein ? Voilà. Je sais pas le dire, mais oui, c'est un peu ça. Et donc le danger des Civitech. Oui,
peut-être pas prendre non plus de conclusions hâtives. Disons que c'est des tendances qui se dégagent, mais on ne sait pas. Il y a plein de personnes de quel que soit le bord politique qui peuvent s'emparer du sujet. Dire, ça nous concerne tout le monde et ça dépasse, blague à part, ça dépasse évidemment le vieux clivage gauche-droite. Voilà. Ça exprime surtout le contre-pouvoir. Donc si le pouvoir est à droite, le contre-pouvoir à gauche. Oui, voilà. par exemple, ou volonté d'exprimer quelque chose de plus d'injuste, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la situation. Donc, voilà. En tout cas, c'est un outil, et c'est peut-être ça le message le plus important, c'est que c'est un outil parmi d'autres qui permettrait, à mettre au conditionnel, mais qui permettrait finalement de reconnecter en fait les citoyens à leur politique et à la politique en général. Après, moi, Bilal, j'ajouterais quand même un point de vigilance là-dessus. Bien sûr. Ces civic tech peuvent aussi, d'un autre point de vue, confirmer en fait le côté individualiste du citoyen, c'est-à-dire qu'il va privilégier ses intérêts avant de voir les intérêts communs. Et comme quoi, c'est pas que de gauche, oui. Donc les civic tech, c'est pas seulement une nouvelle mode où les intérêts économiques sont intéressants. Il y a aussi l'ex-patron de Deezer. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur cette civic tech, même si le temps passe vite, hein, je le conçois. Léa, peut-être? Alors oui, donc là, on a pas mal parlé des outils civic tech qui s'auto-déclarent comme des outils démocratiques qui ont vocation à donner des clés aux citoyens pour s'engager dans la cité de manière, s'engager encore plus. Mais on a aussi tous les réseaux sociaux, notamment, qui, d'un certain point de vue, peuvent être considérés comme des outils de civic tech. Si je peux continuer sur ce que dit Léa, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi différentes plateformes telles que YouTube ou d'autres sources de médias qui est un peu libre d'accès à tout le monde. Tout le monde peut exprimer son avis, tout le monde peut présenter un avis, qui permet d'une part de présenter sous diverses formes un avis, donc soit média, écrit, et ensuite d'avoir un retour par commentaire, par exemple pour YouTube ou sur Facebook. Et ainsi créer du débat, créer de la discussion, ce qui peut être intéressant d'un point de vue purement démocratique et partage d'opinion. Mais ça comporte certains points positifs, il y a aussi pas mal de points négatifs. C'est que quand on est seul derrière un écran, sans craindre pour son identité ou sans vraiment se mettre au front de son opinion, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Et dire un peu n'importe quoi si on le souhaite, et d'exprimer peut-être des mauvaises entre guillemets opinions sans source, sans rien. Il y a il y a l'idée de tout mettre sur Internet, sur des réseaux qui sont pas agréés. On ne sait pas vers qui peut lire notre avis. On ne sait pas comment ils seront utilisés. Et je pense que principalement il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation aussi qui peut jouer énormément sur ces réseaux, où les algorithmes sont souvent faits pour vous montrer uniquement ce qu'on aime voir. Donc on va s'enfermer dans une sorte de bulle sans avoir de diversité d'opinions, sans avoir de diversité de méthodes ou de voies politiques à prendre. Donc si je dois résumer, en fait, c'est que les réseaux sociaux ou les médias qu'on utilise sur Internet, style YouTube, etc., finalement, peuvent, de manière ponctuelle, même si ça n'a pas du tout été créé dans ce sens-là initialement, jouer une espèce de mini-rôle civic tech, en fait. On peut considérer ça, voilà, mais avec beaucoup de points de vigilance, notamment la régulation du propos. Et voilà ce que disait. Enfin, les réseaux sociaux fonctionnent quand même autour du buzz. Chercher à créer le buzz. Voilà. D'accord. De toute façon, c'est un sujet qui est très vaste, passionnant. Dont on pourrait tenir encore des heures, hein, bien évidemment là-dessus. Moi, je vais laisser la parole à Ophélie qui va nous faire quelques annonces, parce qu'en fait, ce débat peut être poursuivi sur Evaléco. Oui, à Evaléco, tous les lundis de 14h à 16h, on a l'atelier Décorum sur comment on peut travailler ensemble, et on a aussi des ateliers sur OTAF citoyen, donc comment on peut se mettre à participer auprès des services publics et aussi dans la science citoyenne. Et on parle aussi d'enjeux de big data. Voilà, donc on vous invite toutes et tous, suite à ce débat, à davantage se renseigner sur cette question qui est quand même un enjeu fondamental du XXIe siècle et de cette
qui peut être une réponse. Après, on n'a aucune prétention, mais qui peut être une réponse à cette volonté de reconnecter le politique aux citoyens. Donc on vous invite sur Evaleco, donc au 23 route de la Marigarde, ceux qui connaissent pas, donc près de la gare SNCF. Et j'espère pouvoir vous dire à très bientôt sur notre site. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.